Madame la vice-présidente de la métropole et adjointe au maire de Montpellier, Messieurs les représentants de la commission de la conférence nationale des académies, chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs. L'Académie des sciences et lettres de Montpellier souhaite d'emblée remercier Monsieur le Président de la métropole et maire de Montpellier, Monsieur Michael Delafosse, pour sa bienveillance à l'égard de nos sociétés, mais aussi des acteurs, confrères, collègues, spécialistes éminents dans diverses disciplines, qui ont accepté de conjuguer leur savoir à l'occasion de cet événement. Les membres du comité de pilotage se sont mobilisés pour que cette manifestation publique soit à la hauteur des attentes, que tous sachent ce que nous leur devons. Bicentenaire, Champollion, l'Égypte et Montpellier. Le titre pourrait paraître étrange, car existe-t-il ne serait-ce qu'un lien entre Champollion, l'Égypte et Montpellier? La réponse est oui. Si on imagine un jour d'hiver de février 1830, en date du 18, Jean-François Champollion confie à son frère aîné Champollion-Figeac, c'est-à-dire à la postérité, « À Montpellier, j'ai retrouvé l'excellent monsieur Fabre que j'avais connu en Italie. Il m'a fait visiter en détail le beau musée de tableaux et la riche bibliothèque dont il a fait don à sa ville natale. C'est une chose merveilleuse qu'une telle réunion. Encore des neiges et du froid en quittant Montpellier. Quel démon d'hiver le ciel nous envoie-t-il donc cette année ?» Effectivement, effectuons un bref retour en arrière. En janvier 1830, Jean-François Champollion, de retour de l'expédition franco-toscane en Égypte, débarque à Toulon. Perclus de gouttes, il couvre la maladie contractée en Égypte qui va bientôt l'emporter. Cette année-là, l'hiver est rude. Comme le veut l'usage sanitaire à l'intention de ceux qui débarquent, ça nous rappelle quelque chose, l'équipage et les passagers de la corvette l'Astrolabe, qui avait déjà fait 2 fois le tour du monde, sont mis en quarantaine au lazaret de Toulon. Champollion, qui séjourne du 23 décembre 1829 au 25 janvier 1830, grelotte. Sitôt sorti de cet enfer glacial, il rejoint le consul de France en Égypte, Bernardino. Ah, il y a un problème. Bernardino Drovetti, à Toulon, visite Marseille le 28. Le 29 courant, il est accueilli auprès d'un bon feu chez le conseiller François Salier, collectionneur aixois, qu'il a rencontré avant son départ. Hasard heureux, il reconnaît dans le papyrus Salier III une copie du poème de Pentahour évoquant la bataille de Kadesh en Syrie. Or celle-ci, il l'avait aperçue entre autres sur le premier pylône du temple de Luxor, dont un des obélisques se dresse aujourd'hui sur la place de la Concorde depuis 1836, cadeau fait par l'Égypte du pacha Mehmet Ali à la France de Champollion pour avoir rendu ses lettres de noblesse à la langue égyptienne. Puis d'Aix, il repart. Sa lettre en date du 9 janvier 1830 en témoigne. De là, je compte aller à Avignon voir le musée Calvet. Je tournerai sur Nîmes pour visiter les nouvelles fouilles. Ensuite, Montpellier, Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Je pousserai de là. Sur Montauban et à Cahors, je prendrai la malle-poste qui me mettra en 2 ou 3 jours à Paris. Programme de voyage pour le moins erratique, mais partout où il passe, cet esprit ouvert scrute les collections égyptiennes et le patrimoine archéologique. À Avignon, il visite le musée Calvet et sa collection égyptienne. À Nîmes, il arpente les fouilles à leur conduite depuis 1820 par un personnage haut en couleur dont nous ferons connaissance.
À peine arrivé à Montpellier par la diligence du Languedoc des messageries du Midi, Champollion s'engouffre à 2 pas d'ici, 15 rue Montpelliérais, sous le porche du musée Fabre, inauguré le 3 décembre 1828. Il y est accueilli par une connaissance d'Italie, l'illustre François-Xavier Fabre. Son détour par le sud n'est nullement dû au hasard, mais au froid. Épouvanté par la route de Lyon, qu'il s'est encombré de congères, il préfère s'attarder dans le Midi avant de passer par Toulouse, Bordeaux, puis de Cahors, prendre la route de Paris. Ainsi, 2 années avant la mort du savant, sa silhouette emmitouflée s'achemine vers le musée Fabre. Comment, en profitant de cette visite impromptue, reconstituer les chevaux d'une passion? Un détail, le voyageur qui transite par Montpellier en 1830 a acquis une plus haute stature que l'homme de 1822. C'est désormais le savant ayant entièrement percé les secrets des écritures, de l'éventail des grammaires et de la lexicographie égyptienne, mais dont l'œuvre majeure, la grammaire égyptienne, paraîtra de façon posthume en 1836, au moment même où se dresse l'obélisque de Luxor dans le ciel de la Concorde. Ce colloque commémore à sa manière le bicentenaire du discours du 27 septembre 1822, prononcé devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sans oublier de faire une part au centenaire de l'ouverture de la tombe de Toutankhamon le 4 novembre 1922. En convoquant différents regards qui permettent un tour d'horizon du XVIe siècle à aujourd'hui, son objectif est d'observer à travers l'histoire le rôle qu'est amenée à jouer une ville telle que Montpellier au cours d'un cheminement intellectuel qui rend obsolète une réception de l'Égypte sous le seul prisme des auteurs antiques et des voyageurs européens. Opération dont on ne saurait séparer l'aspect militaire et médical de l'aspect savant. L'expédition d'Égypte conduit, en vertu d'une synergie inattendue, au renouveau d'un intérêt pour l'Égypte et sa langue, qui se concrétise autour de la découverte de la pierre de Rosette. Cette découverte est autant paradoxale que sérendipitaire. On ne l'attendait pas, et voilà qu'elle fait son apparition. Autant paradoxale que sérendipitaire, disais-je, puisque sans opération militaire, sans réfection du fort Julien, sans une confrontation malheureuse avec la flotte anglaise de l'amiral Horace Nelson, sans un officier féru de philosophie sortant de l'école polytechnique, ce document bilingue, annoncé par la littérature scientifique du XVIIIe siècle, n'aurait pas émergé avant longtemps. Dans ce cas précis, le militaire non seulement découvre, mais comprend, discerne de l'intérêt culturel sous la poussière des siècles. Tenons-nous pour dit que cette expédition militaire et savante rassemble des polymathes. Cette élite dans son ensemble est celle qui rend au monde une Égypte au bois dormant. Voici présenté en 4 thèmes ce que vous allez découvrir. Des Montpelliérains de l'expédition d'Égypte rend hommage à Montpellier, dans la mesure où il revient à notre académie de diffuser la science et la culture, les mettre en réflexion et en débat. Il importait, en considérant la diversité des apports à une égyptologie émergente, de distinguer des Montpelliérains, qu'ils soient de naissance ou d'adoption. Médecins ayant mis en œuvre des techniques dans les domaines de l'épidémiologie et la médecine d'urgence, militaires qui se sont illustrés dans des conditions difficiles, enfin civils, savants de cette expédition, qui ont réussi à rapporter des objets égyptiens majeurs, dont la copie au soufre de la pierre de Rosette. De la pierre de Rosette au déchiffrement des hiéroglyphes, rappelle comment émerge en 2 temps l'intérêt pour l'Égypte en Europe. Dans un premier temps,
L'arrivée d'objets égyptiens dans le midi de la France entraîne le questionnement des milieux érudits où se recrutent ceux que l'on nomme les curieux. Cet intérêt est incarné par des personnalités d'exception dont certains reconnaissent l'importance de la dernière forme de l'égyptien et jalon du déchiffrement des hiéroglyphes, le copte. Enfin, quelques savants méridionaux, originaires de Montpellier, de l'Aude et de Toulouse, pavent la voie des lettres égyptiennes. Un éclairage est donné par un jalon du déchiffrement conservé à la bibliothèque de médecine, la Scala de Montpellier. Dans un second temps, l'égyptologie fait ses premiers pas pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration, dans un milieu où les ministères et les fonctions publiques sont tenus par des savants influents. Dès la fin de la Révolution, ceux-ci sont eux-mêmes à la manœuvre dans l'organisation du volet scientifique et de l'expédition d'Égypte. La France contemporaine de Champollion hérite certes des influences égyptiennes qui remontent à la curiosité des XVIIe et XVIIIe siècles, mais l'empreinte de l'expédition d'Égypte, qui se répand sous la forme d'une vague d'égyptomanie polymorphe, est décisive. On aborde la pierre de Rosette découverte par un lieutenant qui discerne son caractère bilingue, et aussi la nature de ce document, avant d'évoquer comment Champollion réussit à percer le mystère des hiéroglyphes. L'égyptologie à Montpellier et aux alentours met en exergue deux aspects de l'égyptologie. D'une part, l'émergence d'une égyptologie concurrente à celle de Champollion, illustrée par Jean-François Aimé Perrault. D'autre part, l'acte de naissance de l'égyptologie à Montpellier, où est créée en 1970 une chaire d'égyptologie devenue aujourd'hui vivante et savante également, grâce à une importante équipe de recherche animée par plusieurs enseignants-chercheurs et chercheurs de talent. De l'égyptologie à l'égyptomanie est consacré à un mouvement égyptomaniaque, puisque l'Égypte, ses monuments, se répandent dans tous les domaines de l'art. L'Europe est fascinée par les hiéroglyphes omniprésents dans les monuments pharaoniques qui constituent la toile de fond, laquelle se profile des travaux de Jean-François Champollion, derrière laquelle se profilent des travaux de Jean-François Champollion. On accorde ce regard soutenu à la façon dont architectes et dessinateurs de l'expédition d'Égypte interprètent les monuments égyptiens. On les compare aux restitutions d'aujourd'hui, obtenues à partir des études archéologiques et architecturales, mais il est également question de la Villa Laurence, avec son décor égyptomaniaque, version méridionale de la Toutmania, autour de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ce colloque s'achève en musique sur un divertissement égyptien exceptionnel créé par notre confrère Élisée Lopez à l'intention de notre manifestation. En espérant vous avoir convaincu que vous êtes là où on doit être aujourd'hui et demain, notre Académie souhaite un excellent colloque à tous et je remercie d'emblée tous nos confrères et consoeurs qui seront maintenant, amenés à modérer les débats. Merci à tous.